Donc, merci d'assister à ma présentation. Je m'appelle Guillaume Dumont, je suis chercheur en intelligence artificielle et en vision numérique au CIMI à Québec. Je remercie le CIMEC de m'avoir invité à présenter aujourd'hui. J'ai choisi de vous présenter quelques projets qu'on a réalisés au CIMI qui impliquent l'utilisation de l'intelligence artificielle. J'essaie de mettre en relief les objectifs de nos clients, la technologie ou plutôt la technique utilisée pour satisfaire leurs besoins, puis la valeur ajoutée que ça amène dans les processus existants ou dans leurs produits sans nécessairement tout changer. Simplement en ajoutant un peu d'intelligence artificielle, on vient chercher puis ajouter de la valeur. Donc, avant de vous présenter les projets, je vais vous présenter un peu qu'est-ce que c'est le CIMI. Le CIMI, c'est le Centre en imagerie numérique et médias interactifs. On est un CCTT, un peu comme le CIMEC, puis bien d'autres CCTT qui présentent aujourd'hui. On est affilié au Cégep de Sainte-Foy à Québec. Puis, notre rôle, similairement aux autres CCTT, c'est de soutenir l'industrie en les aidant avec des activités de recherche appliquées, à développer de nouvelles technologies, à mettre en marché de nouvelles solutions. On fait aussi partie de l'initiative Forcia qui vise à mettre en commun les connaissances en intelligence artificielle, les ressources en intelligence artificielle pour le bien commun de toute l'industrie. Au CIMI, on a différentes expertises. Chaque CCTT est spécialisé dans ses propres choses. Je dirais que les deux expertises les plus les principales au CIMI sont la réalité virtuelle et la réalité augmentée d'une part. D'autre part, on est un centre en imagerie numérique, donc la vision numérique, l'intelligence artificielle est un peu notre deuxième activité principale, mais on fait aussi beaucoup de modélisation 3D, évidemment, dans les projets de réalité virtuelle, réalité augmentée, ça devient nécessaire, du traitement de données, de l'intelligence de données. Et on fait aussi des systèmes web et mobiles. On ne fait pas de sites web ou d'applications mobiles à proprement parler, c'est plus qu'on développe ce genre de technologie-là autour des solutions qu'on met en place dans le cadre de projets de recherche. Donc, on développe des applications web simplement pour les besoins des applications de nos clients. Notre équipe est composée d'un peu plus de 20 professionnels de recherche permanents. Bon an, mal an, on accueille différents stagiaires, de 2 à 4 stagiaires par année, surtout des stagiaires qui proviennent du collège. Notre équipe comprend des gens qui ont des formations en informatique, en vision numérique, en physique, en géomatique, puis en mathématiques. Donc, maintenant, c'est le moment où je vous parle un peu des projets qu'on présente. J'essaie d'illustrer le projet avec une seule image. Le projet que je vous présente ici, c'est un projet de reconnaissance de poissons d'eau douce. En fait, ce qu'on essaie de faire avec ce projet-là, c'est de favoriser la reconnaissance des espèces de poissons d'eau douce au Québec dans le cadre de la pêche sportive. Donc, étant donné une seule image d'une prise de pêche, on aimerait connaître l'espèce qui a été pêchée de façon automatique et dans le cadre de l'activité de pêche. Avant de vous présenter un peu la solution technique qu'on a mis en place pour répondre à ce besoin-là, je vous présente un peu les faits sur la pêche sportive au Québec, juste pour mettre en place disons, la valeur que ça ajoute d'avoir ça, puis le spectre de personnes que ça peut atteindre. La pêche sportive au Québec, c'est environ demi-million de personnes qui pêchent à chaque année. Dans les lacs, il y a environ 178 espèces de poissons d'eau douce différentes au Québec. Puis, les pêcheurs sportifs, d'une année à l'autre, manipulent environ 40 millions de poissons. Il y en a qui vont être pêchés, il y en a qui vont être remis à l'eau, mais c'est le genre de chiffre dont on parle. Puis, comme vous allez le voir plus tard, notre solution implique l'utilisation d'un téléphone intelligent. Puis, on sait que présentement, la plupart des
de la population, autour de 80% de la population adulte au Québec fait l'usage quotidiennement d'un téléphone intelligent. Donc, le projet de reconnaissance de poissons d'eau douce, ça nous a amené à développer une application mobile qui est capable d'identifier les poissons à partir d'une seule photo. Puis, pour ça, on utilise l'intelligence artificielle. Dans le développement d'une solution comme ça, il y a plusieurs défis, dont la différenciation de plusieurs centaines d'espèces de poissons différents qui sont parfois assez similaires. D'autres très peu pêchés ou très peu photographiés. On désire faire fonctionner l'application en dehors du réseau cellulaire, parce que souvent le réseau cellulaire est inaccessible simplement sur les pourvoiries de pêche ou où est-ce que les pêcheurs aiment aller. Donc, ça nous amène à devoir faire tout le traitement sur le téléphone intelligent qui, lui, a une capacité de calcul limitée. Le genre de solution qu'on met en place pour arriver à faire ça, ça utilise, comme vous avez vu sûrement plein d'autres gens présenter, des réseaux neuronaux pour faire en sorte qu'on puisse utiliser un réseau neuronal pour faire la reconnaissance des poissons. Il faut mettre en place une banque de données qu'on appelle d'apprentissage. Donc, on va collecter plusieurs milliers d'images de poissons différents où un expert va identifier les différentes espèces. Puis, on va procéder à une phase d'apprentissage. Puis, cette phase d'apprentissage-là va nous produire ce qu'on appelle un modèle d'intelligence artificielle. Ce modèle-là va pouvoir être intégré dans une application mobile, soit sur Android ou iOS. Puis, à partir de ce modèle-là, puis de l'application, on peut prendre une photo, faire la reconnaissance, ajouter à ça des données comme la géolocalisation du pêcheur, des données qui vont être recueillies via un formulaire par le pêcheur, la température de l'eau, la taille du poisson. Donc, ça peut nous amener beaucoup de données intéressantes pour faire le suivi de la pêche, puis disons, le contrôle des prises, puis avoir un portrait généralisé de ce que les pêcheurs pêchent au Québec. Pour effectuer l'apprentissage de notre modèle d'IA qui va reconnaître les poissons, on a collecté plusieurs dizaines de milliers d'images en ligne. Ces images-là ont été annotées par des biologistes du ministère. Puis, on a choisi d'utiliser un réseau neuronal de type EfficientNet. Lorsqu'on utilise des réseaux neuronaux, on a le choix de différentes architectures qui vont avoir différents avantages, différents inconvénients. Ici, on a choisi une architecture qui nous permet de moduler la performance, plutôt la précision du réseau, en fonction du temps de calcul requis pour arriver à la réponse. Donc ça, c'est très intéressant justement pour fonctionner sur un appareil mobile qui a une capacité de calcul limitée. Avec ce genre d'architecture-là, on est capable d'arriver à reconnaître 96% du temps correctement les espèces de poissons. Si on présente les 3 meilleures prédictions, les 3 classes les plus probables de poissons utilisateur après sa photo, on arrive à une précision d'environ 99%, ce qui est très intéressant. Une fois qu'on a entraîné ce modèle-là, qu'on a évalué sa performance, on le déploie justement dans l'application mobile. Cette application mobile, comme je l'ai dit, fait tout le traitement sur le téléphone avec un accès à calcul et mémoire limitée. Puis, tout dépendamment des appareils, ça va prendre environ une demi à 5 secondes là, pour avoir la réponse, ce qui est quand même tout à fait correct là, pour une utilisation agréable de l'application. Cette application-là a été développée avec des technologies assez récentes là, en termes de technologie mobile, de technologie d'IA. On pense à TensorFlow, à Angular, Ionic, toutes des technologies qui sont utilisées par le CIMI dans ce projet-là et bien d'autres. Donc, qu'est-ce que ça amène comme valeur ajoutée? L'intégration d'une application mobile qui reconnaît les poissons dans la pêche sportive, ça amène des possibilités qui n'étaient pas là avant, en fait. Ça permet aux pêcheurs qui n'ont pas nécessairement toujours un expert de reconnaître les espèces qui sont menacées.
Ça lui permet de reconnaître les espèces qui sont de remise à l'eau obligatoire, les espèces qui n'ont rien à faire là, les espèces envahissantes. Puis d'autres, par ailleurs, ça permet aussi aux gens qui font le contrôle de la pêche, le ministère, via la collecte de ces données-là, puis la géolocalisation, d'avoir un portrait global de c'est quoi la pêche. L'application fait la presse. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir une vidéo de Savoir Média, puis un bel article aussi sur l'application dans csciences.ia.ca. Maintenant, je vais passer à un autre projet. C'est aussi un projet de reconnaissance, mais une autre fois disons, dans un autre domaine. Ici, ce qu'on cherche à faire, c'est reconnaître les différents objets qui composent les systèmes d'attache des rails. Donc, c'est un client qui fait de l'inspection d'infrastructures de transport. Puis, lui, il cherche à prédire les bris. Il veut éviter des inspections inutiles. Donc, il veut qu'on localise tous les objets qui sont importants pour maintenir le rail en place le plus précisément possible, puis le plus rapidement possible pour pouvoir orienter des inspections ciblées. L'inspection des rails, qu'est-ce qui motive ça? Bien, comme je l'ai dit, c'est souvent, en fait, les bris proviennent à cause des dilatations thermiques. Puis, il y a énormément de rails au Canada. On est un grand pays, donc il y a plusieurs milliers de kilomètres de rails à inspecter. Heureusement, on peut faire une partie de l'inspection de façon automatisée en utilisant des capteurs 3D qui sont justement développés par notre partenaire. Puis ces capteurs 3D-là ont une précision très, très, très élevée qui permet de digitaliser les rails à une résolution du millimètre, si on veut. Mais ça a le défaut de produire une quantité phénoménale de données qu'il faut traiter dans un temps fini. On parle d'environ 1 million d'images générées par kilomètre par ces capteurs-là. Donc, juste un exemple de cas typique là, de chiffres qui sont en jeu lorsqu'on veut faire l'inspection des rails. Dans le nord du Québec, un réseau de rails, disons, de 412 km inspectés 2 fois par semaine, avec 1 million d'images par kilomètre. Une fois qu'on a toutes les données, ça prend environ 4 jours à traiter les données pour une seule inspection sur 2 ordinateurs très puissants. Donc, si on était capable d'accélérer le temps de traitement de ce genre de solution-là, on aurait un gain de temps énorme, on améliorerait la rétroaction avec les opérateurs, les inspecteurs. On pourrait faire des inspections ciblées beaucoup plus efficacement. Donc, le projet qu'on nous a confié autour de ce problème-là, en fait, c'était de développer une solution optimisée de détection de système d'attache de rails, encore une fois basée sur les réseaux neuronaux, parce que c'est ce qui se fait de mieux pour reconnaître les objets variés de nos jours. On a plusieurs défis à relever dans l'implantation d'une solution pareille. Bon, il faut reconnaître avec une précision élevée tous les objets à reconnaître parce qu'on ne veut pas en manquer si on veut pouvoir faire une inspection de qualité. Le temps de calcul doit être le plus court possible parce qu'on génère énormément de données. Puis, on a un autre requis qui vient plus du client, mais en fait, souvent, quand on veut accélérer des temps de calcul en IA, ben, une solution facile, c'est d'utiliser des ordinateurs plus puissants, de mettre des cartes graphiques, des GPU très puissants à l'intérieur de ces ordinateurs-là, puis on va, sans faire quoi que ce soit, accélérer notre temps de calcul. Par contre, notre client a plusieurs clients existants qui ont des infrastructures existantes qui n'ont pas nécessairement de GPU, donc ils voulaient avoir une solution qui pourrait être utilisée justement sans nécessairement avoir besoin de remplacer les infrastructures existantes en les intégrant plutôt à ces infrastructures-là. Donc, un peu comme notre projet de reconnaissance de poissons, on suit un peu le même processus, si on veut. On va faire une collecte de données. Ici, on ne peut pas aller chercher des images sur Internet parce que c'est des capteurs très, très spécialisés. Donc, il y a un capteur qui est déployé sur un rail derrière un camion qui va collecter des données à intervalles réguliers. On va faire une sélection de ces données-là pour créer ce qu'on appelle un jeu d'apprentissage. Il va y avoir une annotation manuelle qui est faite.
Donc, on va venir manuellement, à l'aide de logiciels spécialisés, localiser les différents objets avec des rectangles autour de ces objets-là, leur attribuer la catégorie d'objets qu'on cherche à reconnaître. Puis ça va nous permettre justement, ça va nous permettre d'entraîner un modèle d'IA qui est lui aussi basé sur les réseaux neuronaux qu'on va pouvoir ensuite déployer dans une application qui va être utilisée pour faire la prédiction de la présence de ces systèmes d'attache-là dans des images qui n'ont jamais été vues auparavant. Donc, ensuite, le camion va se promener, va inspecter, on va détecter les choses qui sont à détecter sur les rails. Puis, cette détection-là peut avoir lieu, comme j'ai dit, sur des systèmes standards avec des processeurs CPU, des cartes graphiques GPU ou d'autres co-calculateurs. Puis, en joignant, disons, les détections qu'on fait dans les images avec des coordonnées GPS, on va pouvoir cibler des sites d'inspection pour aller voir si effectivement il manque une attache ici ou s'il y a un bris à un autre endroit. Donc, l'objectif principal du projet, c'était de partir d'une solution existante de détection, puis de l'accélérer le plus possible. La solution qu'on a implémentée a utilisé différentes stratégies d'optimisation. Donc, la première, c'était de passer à ce qu'on appelle un détecteur à une étape plutôt que 2 étapes. Il existe dans le domaine de l'intelligence artificielle et de la reconnaissance d'objets 2 catégories principales de détecteurs. Les détecteurs à 2 étapes qui sont généralement plus précis, mais moyennement rapides, puis des détecteurs à 1 étape qui sont beaucoup plus rapides. Donc, on a choisi d'utiliser un détecteur à 1 étape pour justement l'accélération que ça nous donne. Ensuite, il fallait identifier la taille de l'image optimale d'entrée. C'est pas les objets, comme je l'ai dit, les images capturées ont une résolution très, très, très élevée. C'est pas clair a priori qu'on a besoin de cette résolution-là pour être capable d'identifier correctement les objets qu'on cherche à identifier. Donc, on cherche à trouver le meilleur rapport entre la précision obtenue puis la taille d'image d'entrée. On a utilisé aussi des techniques d'optimisation d'architecture de notre réseau en enlevant des couches, en supprimant des calculs, si on veut, qui étaient inutiles, puis des librairies logicielles optimisées. Donc ça, c'est un petit graphique qui montre un peu les résultats obtenus pour l'accélération puis la précision. Donc à gauche, ce que vous voyez, c'est en Y la précision, donc ce qui représente la performance du modèle. Plus on est près de 1, plus le modèle est performant, plus il arrive à correctement détecter les objets sans trop produire de fausses détections. Puis dans l'axe des X, c'est la taille de l'image d'entrée. Puis à droite, sur l'axe des Y, c'est plutôt le temps de calcul requis par rapport justement à l'axe des X, encore une fois, la taille d'image. Donc, le modèle de référence, c'était un modèle qu'on appelle Faster RCNN, qui est un modèle à 2 étapes. On a une précision quand même assez intéressante de 97,6, puis un temps de calcul de 280 millisecondes. En utilisant la première technique dont j'ai parlé, de passer un détecteur à 1 étape, qui est basée sur la méthode YOLO version 5, puis une librairie optimisée, on arrive à garder à peu près la même précision, autour de 97-98% de précision, mais on est capable d'aller 2 fois plus vite. Donc là, on vient de passer à 4 jours à 2 jours dans notre exemple typique. Si on met en place les autres stratégies, c'est-à-dire de moduler l'image d'entrée, la taille d'image d'entrée, on se rend compte que en passant de 1024 à 700 quelques pixels de large à 544, on est toujours à peu près dans les mêmes niveaux de performance, mais que le temps de calcul diminue. Par contre, si on va trop bas, là, on va perdre beaucoup de précision. Donc, la taille d'image optimale qu'on a trouvée, c'était 544 pixels de large, ce qui nous permettait d'aller 6 fois plus vite. Une fois qu'on avait ça de fait, on s'est demandé si tous les calculs qu'on faisait étaient utiles. Puis on a constaté qu'il y avait des couches qui étaient plus ou moins utilisées dans notre réseau. Donc, on a
disons, diminuer la taille de nos réseaux, diminuer le nombre de calculs qu'on devait faire. Ça nous a permis de rester tout aussi précis, mais de diminuer encore le temps de calcul par un facteur un petit peu plus que 2. On se retrouve à aller 15 fois plus vite qu'auparavant. Tous ces chiffres-là, c'est sur CPU, c'est sans accès à un GPU, donc c'est quand même assez impressionnant, le genre de rapidité avec lequel on est capable de traiter les données ici. Donc, le fait d'accélérer ces calculs-là, qu'est-ce que ça amène comme valeur à notre client? Ben, on arrive à avoir une précision égale ou supérieure, donc on a la même qualité d'inspection, sauf qu'on réduit beaucoup le temps de calcul. On peut passer 4 jours en 6 heures, finalement. Il y a des coûts réduits aussi pour les clients parce que la solution mise en place ne fait pas nécessairement l'utilisation des GPU qui rajoutent des coûts en remplacement d'infrastructure. Puis, pour disons, la rétroaction finale, ben, ça permet d'accélérer la rétroaction entre la collecte de données, les inspections ciblées, la production de rapports. On doit inspecter 2 fois par semaine, donc si on prend 4 jours pour faire le traitement de données, ben, c'est un peu trop long. C'est aussi un projet qui a fait les nouvelles, donc je vous invite à regarder le segment de l'émission Découverte à Radio-Canada qui en fait inspection. Charles Tisser est nettement meilleur que moi pour présenter tout ça de façon fascinante. Donc, voilà, c'est ce que j'avais à dire sur ce projet-là. Je vous présente un dernier projet qui n'est pas nécessairement un projet de reconnaissance, mais c'est définitivement un projet d'environnement intelligent, donc c'est tout à fait approprié pour le colloque d'aujourd'hui. C'est un projet au sujet de la fonte de l'aluminium, ou plutôt des métaux en général, mais on parle beaucoup d'aluminium parce que c'est notre cas d'utilisation principale. En fonderie, lorsqu'il y a des pièces d'aluminium coulées, on analyse souvent les propriétés mécaniques une fois que la pièce est coulée pour en constater sa qualité. Il y a des clients qui nous ont approchés parce que les autres, ce qu'ils essaient de développer, en fait, c'est un système de contrôle de procédés qui permettrait de prédire les propriétés mécaniques d'une pièce avant de couler la pièce, en fait, à partir de mesures qu'on ferait sur le métal liquide. Donc, avant de parler du projet, un peu de données sur la fonte de l'aluminium, disons. L'aluminium, c'est un métal qui est énormément utilisé dans différents marchés, dont le marché automobile et le marché aérospatial. Comme je l'ai dit, présentement, en fonderie, la mesure des propriétés mécaniques n'est faite qu'à l'état solide. Donc, c'est vraiment comme un contrôle de qualité après la coulée, after the fact. Puis, les méthodes existantes pour contrôler avant procédé sont très complexes et coûteuses. Par contre, avec notre client, on a misé sur un concept qui s'appelle l'analyse thermique, qui est un moyen efficace de prédire les propriétés avant le coulage des pièces. C'est ce que je vais vous parler un peu dans les prochaines diapos. Donc, le client nous a confié l'objectif de développer un logiciel qui permettrait d'enregistrer la courbe de température d'un métal en solidification, puis d'en faire l'analyse. Donc, ce qui définit un peu ce qu'est l'analyse thermique. Le genre de défi que ce projet-là nous a posé, c'est que c'est quelque chose qui est un peu en dehors de notre domaine. Il y a un domaine complexe il y a un jargon de toutes sortes de termes en métallurgie qui est quand même sur lesquels on doit finalement se familiariser avant d'être capable de faire quelque chose d'utile. Il y a différents alliages, l'aluminium, on voit ça comme étant quelque chose pour emballer les restants, là, mais il y a énormément d'alliages qui sont utilisés dans énormément d'applications différentes. Puis, la mesure de ces températures de solidification-là dans un environnement hostile comme une fonderie, ça pose nécessairement des défis où on doit mesurer des données qui sont sujettes au bruit. Donc, ici, j'ai une petite vidéo que je vais vous présenter pour que vous saisissiez un peu de quoi il s'agit. Donc, ici, ce qu'on voit, c'est le système d'acquisition de données, puis ce qu'on appelle un stand en bon français, où on va couler du métal liquide
afin de le voir se solidifier. Ce qui est planté dans le métal liquide, c'est un thermocouple, c'est une sorte de thermomètre qui mesure la température du métal en temps réel pendant qu'il se solidifie. Là, on a une petite vision accélérée du métal solidifié. On voit le système au complet avec l'ordinateur qui est connecté au boîtier, qui est responsable de convertir la température mesurée dans un signal digital. Puis, ça nous amène à une interface opérateur qui donne des cues visuels à l'opérateur qui lui permet de savoir si son métal est dans une bonne condition, s'il va avoir de bonnes propriétés mécaniques. Donc, l'analyse thermique, c'est quoi? C'est l'étude de la variation de la température du métal lors de sa solidification. Comme vous avez vu, ça implique de couler des échantillons de métal, d'utiliser un ordinateur et un convertisseur analogique numérique pour produire une courbe de température. Puis ensuite, on développe de l'intelligence sur cette courbe de température-là afin d'essayer de prédire les propriétés que le métal va avoir. Ce schéma-là, ça présente un peu l'anatomie de l'application qui a été développée par le CIMI. Donc, il y a 3 modules principaux. Le premier module, c'est un module d'acquisition. C'est celui qui va communiquer avec l'appareil qui doit capturer la courbe de température que vous voyez dans l'image. On voit le temps, puis c'est la température du métal qui varie en fonction du temps lorsqu'il se solidifie. Le deuxième module, lui, d'analyse, est responsable d'analyser cette courbe de température-là, puis d'en produire des métriques qui peuvent mener à des actions pour l'opérateur. Ces actions-là, évidemment, vont être suggérées via une interface usagée qui rapporte dans les valeurs mesurées avec des codes de couleur des différents seuils. Donc, pour vous donner une meilleure vue un peu de ce que ça représente, le genre d'algorithme qu'on développe pour traiter les données de température. A priori, lorsqu'on voit une courbe de température de solidification, ça n'a pas l'air de grand-chose. On ne peut pas voir beaucoup disons, de caractéristiques intéressantes sur la courbe. On voit la partie liquide, la partie solide, puis ce qu'on appelle l'eutectique, qui est un mélange de phases entre les deux. Si on prend la dérivée, donc on calcule la vitesse à laquelle le métal se solidifie, ben on va voir apparaître toutes sortes de choses. On est capable de trouver des points d'inflexion intéressants qui correspondent à certaines propriétés des matériaux, détecter l'apparition de phases spécifiques dans le processus de solidification. On peut calculer ce qu'on appelle une courbe zéro. L'idée, c'est pas de faire un cours de métallurgie, mais de comprendre un peu tout ce qui est en jeu. Là. Cette courbe-là représente ce qui serait arrivé si le métal n'avait pas changé de phase, en fait, s'il était resté liquide tout le long. Puis, ce qu'il y a entre la courbe de solidification puis cette fameuse courbe zéro-là représente un peu l'énergie libérée pendant le processus de solidification. À partir de toutes ces données-là, on est capable de venir extraire des métriques, puis de comparer l'effet d'un traitement qu'on fait sur notre métal liquide, puis de voir qu'éventuellement, ça va amener à des meilleures propriétés mécaniques. Par exemple, ce que vous voyez là, c'est l'interface de l'opérateur du logiciel qui a été développé. À droite, c'est avant le traitement, puis à gauche, c'est après le traitement. On mesure une propriété qui s'appelle l'affinage de grains. L'affinage de grains a un impact direct sur la qualité des pièces, sur leur solidité, parce que justement, ça prévient, si on a un bon affinage, ça prévient les dislocations. C'est grâce à toutes les mesures qu'on fait sur cette fameuse courbe de température-là, avant d'avoir coulé la pièce, qu'on est capable d'avoir une meilleure certitude que les pièces coulées vont être de bonne qualité. C'est un deuxième exemple, c'est la même chose, mais là, ici, on a une vue un petit peu plus détaillée qui permettrait, par exemple, à un métallurgiste plus féru de sciences des données de comprendre ce qui se passe. Il y a ce qu'on appelle une recalescence, en fait, à droite, une recalescence, puis à gauche, elle a disparu. Sans recalescence, l'affinage est meilleur. Donc, quel genre de valeur ajoutée que ça implique de développer ce genre de technologie-là pour nos clients? Ben, ça amène
exactement ce qu'on voulait. C'est une prédictibilité de la qualité des pièces avant la coulée. Les logiciels qu'on a développés sont suffisamment configurables pour être adaptés d'un alliage à l'autre, même être utilisés pour d'autres métaux que l'aluminium. Ça offre un avantage significatif sur leur compétition parce qu'on a des belles interfaces usagées, on a une meilleure interprétabilité en regardant les courbes de solidification. Puis, ça va permettre de faire de l'intelligence des données, d'établir des tendances à long terme dans les fonderies en suivant les différents lots de pièces qui sont produits avec les mesures qu'on aura prises avec l'analyse thermique, puis couplées à d'autres capteurs. Ben voilà, ça fait le tour des trois projets que je voulais vous présenter aujourd'hui. Je vous remercie. Je suis prêt à prendre vos questions. Oui, bonjour. Pour le moment, on n'a pas de questions. OK. On peut laisser les gens si jamais ils ont des questions qui arrivent. Parfait. Pas de problème. Alors, on a des commentaires. Merci pour la présentation. On a aussi merci, bien intéressant, explication détaillée et excellente utilisation des exemples. Est-ce que tu as mentionné le nom de l'application de détection de poissons? Le nom de l'application de poisson, non, je n'ai pas mentionné son nom parce qu'elle n'est pas encore disponible sur les stores. C'est encore un projet qui est en développement chez nous. Il n'y a que des applications bêta prototypes là, qui ont été distribuées ici et là à nos partenaires puis à nos employés qui s'adonnent à la pêche. Mais ça va normalement être disponible, je crois, l'été prochain. La personne a répondu qu'il se doutait que les pêcheurs allaient l'aimer. Oui, ça a toujours un impact assez intéressant lorsqu'on parle de cette application-là. Je suis pas mal certain que tout le monde va vouloir s'en servir parce que moi-même, qui n'est pas un pêcheur, je pêche une fois tous les 10 ans, là, je trouverais ça bien pratique de pouvoir discerner les différents poissons que je pêche quand je m'y adonne. J'ai pas d'autres questions, alors je vais vous inviter à rejoindre la grande salle pour le mot de la fin. Parfait. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre écoute. Puis, bonne fin de colloque. Le lien, dans le fond, pour se rejoindre la grande salle est dans le chat. Merci à vous. Merci.